monotache, il paraît. Merci Françoise d'avoir rappelé l'enregistrement parce que tu vois, grâce à toi, j'appuie sur la bobine. Donc voilà, c'est bon. Je m'étais mis un petit post-it, mais en plus j'ai des gardiennes de l'enregistrement. Donc voilà, super, merci. À toi Christian, voilà, tout de suite, je coupe le micro. Ok, merci. Merci Isabelle. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. Je pensais en préparant ceci tout à l'heure, comme la vie est des fois étonnante. J'étais encore aujourd'hui à 12 heures en train de déjeuner sur une terrasse à Toulouse. Et là maintenant, je suis revenu depuis 1 heure et demie dans ma Suisse, au pied des montagnes. Il fait beau aussi, un paysage très différent. Et en même temps, voilà, ça fait la transition avec la vie que je mène aujourd'hui, qui est une vie passionnante, puisque, juste en 2 mots, donc je suis effectivement spécialiste de la relation à l'argent. Et j'anime toutes sortes d'activités en France, en Belgique, en Suisse, des conférences, des ateliers de 2 jours plus particuliers, de 3 jours pour les coachs et les métiers d'accompagnement, et même d'une journée, comme je l'ai fait à Toulouse, dans des milieux professionnels. Et pourquoi j'aime comme ça ce thème-là? C'est parce que le thème de la relation à l'argent est un thème qui me permet de rencontrer l'humain dans des profondeurs insoupçonnées. Je suis spécialiste d'une série de choses, enfin, entre autres la communication non violente, j'anime des constellations systémiques familiales, je suis coach également, entre autres. Et puis, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment le thème qui permet d'aller rencontrer des personnes vraiment dans des profondeurs, des choses vraiment touchantes de qui on est, avec nos peurs existentielles parfois, mais aussi avec notre envie énorme de contribuer à quelque chose d'important dans la vie. Et je vois qu'à travers ce thème-là, en tout cas, quand on peut transformer sa relation à l'argent, comme j'ai eu à le faire moi-même, étant moi-même bourré de peur en gagnant pourtant beaucoup d'argent à l'époque où j'étais banquier, je vois à quel point ça change la vie. Donc j'ai envie d'accompagner les personnes, en tout cas, à ce qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes sans que l'argent soit un frein, sans que l'argent soit un problème. Alors, je suis parti du principe que vous aviez un minimum de connaissance de ce que je faisais, soit que certains peut-être ont jeté un œil sur mon livre ou m'ont vu en vidéo, éventuellement l'une ou l'autre. De toute manière, sur mon site, vous trouverez des vidéos, toute une série de vidéos également, des webinaires que j'ai faits pour compléter éventuellement ce qu'on va faire ce soir. Donc, je dirais que sur les bases, je ne vais pas aller trop en avant parce qu'on a vite pour 1 heure et demie, 2 heures autrement. Et puis, une fois que je commence sur ce thème-là, vous allez voir, je suis juste intarissable, je suis horrible pour ça, tellement que dès qu'on me branche, c'est parti. Donc, peut-être je reprends de temps en temps, mais je regarde ce que j'ai noté effectivement voilà, pour voir ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Donc, déjà, juste quand même si je reviens sur deux, trois bases importantes, voilà, là j'ai pris un billet, hop là, il faut que je le mette au bon endroit, voilà, vous reconnaissez ça en France, hein, un billet de 20 euros. Donc de l'argent papier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent est beaucoup plus virtuel que papier. Mais enfin, voilà, si on veut représenter l'argent, c'est plus facile de le voir sous forme de billets. Alors, souvent, dans mon travail aujourd'hui, je dis, il me semble-t-il que mon rôle dans la société, ou en tout cas avec les personnes, c'est de remettre l'argent à sa juste place. Parce que je trouve que l'argent prend beaucoup trop de place dans notre société et ne prend pas la juste place. L'argent n'est plus vu pour ce qu'il est, et on y colle plein de choses sur l'argent, et je vais y revenir. Et le problème, que c'est pas l'argent, c'est ce qu'on colle dessus qui va être la source de nos comportements. Autrement dit, quand je demande aux personnes qu'est-ce que vous avez tendance à associer sur ce truc-là qu'on appelle argent, je vais entendre certains vont dire, ben oui, l'argent c'est la liberté, l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est l'autonomie, l'argent c'est le pouvoir, l'argent c'est le confort ou le bien-être. Mais d'autres vont dire l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est le stress, l'angoisse, l'argent, c'est une source de conflit, l'argent, c'est sale, etc., etc. Donc, vous voyez déjà ce qui est intéressant à travers juste ces quelques mots, parce que ce sont un peu les grands classiques que j'entends, même qu'il y a beaucoup plus de mots qui sortent, mais c'est les grands classiques que j'entends, c'est que c'est déjà du 180 degrés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des mots très clairement positifs que certains vont associer à l'argent, et pour d'autres, il y a des mots clairement négatifs qui vont associer à l'argent. Et rappelez-vous ce que je viens de vous dire, en fait, la problématique avec l'argent, c'est que en fonction de ce qu'on va associer, ou autrement dit, à ce qu'on va projeter sur l'argent, ce qu'on va coller sur l'argent, c'est ça qui va être le moteur de mes comportements avec l'argent, pas l'argent lui-même, mais ce que je vais projeter dessus. Donc, si je projette ma sécurité sur l'argent, je n'aurai pas les mêmes comportements que si je projette sur l'argent que l'argent, c'est la source des problèmes dans le monde, par exemple. Ou c'est une source de conflit, ou c'est l'angoisse. Les comportements seront tout autres. Et je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que, aussi longtemps que
Et je tiens à préciser, c'est inconscient pour la très très grande majorité des gens. Aussi longtemps que nous projetons des choses sur l'argent de manière inconsciente, effectivement, nous aurons des comportements avec l'argent qui sont ce qu'ils sont. Je n'ai pas à les juger, mais simplement, ce que je peux voir, c'est que pour beaucoup, ils ne sont pas tellement au service de leur vie. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est du gâchis, parce que, en tout cas, moi, mon vœu, c'est que chacun puisse faire une activité où il s'éclate, où vraiment il puisse donner le meilleur de lui-même. Parce que je suis sûr que vous êtes comme moi, que vous avez tous une préférence d'avoir affaire à des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont le sourire aux lèvres quand ils font quelque chose qu'ils aiment, plutôt que des gens qui tirent la gueule. J'ai encore une fois pas de jugement pour ceux qui tirent la gueule, j'ai beaucoup, beaucoup de regrets pour eux, parce que je peux vraiment voir aujourd'hui à quel point la vie est plus passionnante quand on fait ce qu'on aime. J'ai moi-même été enfermé dans un métier qui me plaisait plus pendant bien longtemps, donc je connais bien ce que c'est tout ça. Donc, euh, oui, l'adresse de mon site, je donnerai tout ça tout à l'heure à la fin, si jamais, rappelez-moi si j'oublie. Donc, effectivement, donc remettre l'argent à sa juste place. Et peut-être justement, c'est intéressant ce que vous preniez juste quelques secondes, je vais me taire quelques secondes, juste pour voir vous-même qu'est-ce que vous associez de manière très spontanée au mot argent ou sur l'argent, qu'est-ce que vous projetez sur l'argent, et peut-être juste effectivement de peut-être l'écrire juste dans le chat, qu'est-ce que vous avez tendance à projeter sur l'argent de manière très spontanée, et ça permettra de donner déjà quelques indications, ça permettra peut-être de rebondir dessus également. Moi, je prends le temps de lire. D'accord, ok. Donc à travers ce que je lis déjà maintenant, on voit déjà qu'il y a effectivement les deux directions. Pour certains vont mettre des mots plutôt positifs, autonomie, sécurité, liberté. Bon, moyen de faire des échanges, je pense que c'est positif. Et d'autres, effectivement, vont mettre des choses un peu moins positives, sale, danger, stress parfois, voilà, ça salit tout, l'angoisse, l'argent ne fait pas le bonheur, voilà, sale de nouveau, je lis. Donc, vous voyez, donc là, on a vraiment deux directions complètement opposées, et ça signifierait effectivement que certainement qu'il y aura des comportements différents avec l'argent également. Après, ce qui est important de voir aussi, c'est que parfois, avec sa tête, on a tendance à projeter des choses sur l'argent, et puis finalement, de manière inconsciente, on projette autre chose. Et que c'est effectivement pour ça que les gens sont un peu surpris dans ce qui se passe avec l'argent, c'est comme si ça ne reflétait pas ce qu'ils croient. Euh, Peut-être, alors je vais peut-être commencer par ça, c'est peut-être de rapidement rappeler peut-être les trois grands mouvements, les trois grands comportements sur lesquels je me base, qui sont les fruits des recherches de longues années d'un nommé Peter Koenig, avec lequel j'ai beaucoup travaillé et avec lequel je travaille encore main dans la main. Je continue moi-même de faire des recherches sur ce thème-là, même si lui a cessé en estimant fait le tour de la question. Moi, je continue de mon côté à le faire, puisque 95% de mon temps, j'anime sur ce thème-là aujourd'hui dans ma vie. Euh, donc, dans les trois grands mouvements, il y a ceux qui sont ce que j'appelle le mouvement écureuil, donc qui ont tendance à économiser de l'argent, à avoir vraiment une volonté, une envie d'économiser de l'argent. Et j'aime bien rappeler que le mouvement écureuil, ce n'est pas les montants en question qui sont importants, c'est vraiment cette envie d'économiser, cette vigilance de dépenser moins qu'on gagne de manière récurrente. Et qui fait que si je dépense moins que je gagne de manière récurrente, c'est juste arithmétique, j'économise. Et également de se souvenir que dans ce mouvement-là aussi, il y a la notion de plaisir qui n'est pas la même, c'est que certains vont vraiment se serrer la ceinture, vont pas s'accorder beaucoup de plaisir, alors que d'autres vont quand même se faire plaisir en fonction de ses moyens, s'accorder des plaisirs, mais toujours en étant vigilant, vigilant de faire en sorte de dépenser moins que je gagne. Donc c'est clair, ma vie ne va pas tout à fait la même, et moi-même, comme j'étais conseiller en placement financier, je vais faire entre autres à des gens fortunés, mais des multimillionnaires. J'ai vraiment vu des multimillionnaires, entre autres, vivre comme des pauvres, donc avoir une vie peut-être beaucoup d'argent, mais une vie qui est d'une pauvreté intérieure absolument terrible. Donc, je reviendrai sur ce mouvement-là tout à l'heure pour donner un peu plus de chair autour de l'os, de détails, en quelque sorte. Un deuxième mouvement que j'appelle le mouvement saboteur. Donc, si dans le mouvement écureuil, donc c'est des tendances, c'est des gens qui économisent, donc qui ont tendance à accumuler de l'argent sans que ce soit négatif, bien sûr. Dans le deuxième mouvement saboteur, ce sont plutôt des personnes qui ont beaucoup de peine à attirer de l'argent à eux, et sont des personnes qui ont tendance inconsciemment, encore une fois, à avoir des comportements qui les empêchent d'attirer autant d'argent qu'ils ne le pourraient.
Et donc, j'y reviendrai également dans chacun de ces mouvements tout à l'heure. Et dans le troisième mouvement, j'ai appelé montagne russe. Ce sont des personnes qui ont des phases de hausse d'économie, en quelque sorte, et qui ont des phases où l'argent va foutre le camp. Donc, je ne parle pas des gens qui économisent pour acheter quelque chose de précis, un cheval par exemple, pour prendre un exemple au hasard, ou une voiture, mais pas une 2 chevaux, ou encore une maison, et qui, le moment voulu, euh, vont vraiment utiliser l'argent comme prévu. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des personnes qui économisent et tout à coup, pour X ou Y raison, l'argent va foutre le camp d'une manière qui n'est pas gagnante. Et là, c'est ce que j'appelle le mouvement montagne russe. Alors, qu'est-ce qui fait que dans un mouvement ou dans l'autre, les personnes qui ont tendance à associer des mots positifs et uniquement positifs à l'argent, comme j'ai lu, autonomie, sécurité, liberté, etc., vont avoir tendance à économiser puisque dans leur croyance, plus j'ai d'argent, plus je serai libre, plus j'ai d'argent, plus je suis autonome, plus j'ai d'argent, plus je suis sécure. J'ai fonctionné là-dedans pendant au moins 40 ans, je connais très bien ce mouvement. J'avais associé moi-même argent et sécurité. J'ai une mauvaise nouvelle si vous êtes dans ce mouvement-là, c'est que ça ne marche pas. Mais je vous expliquerai pourquoi. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'économiser, mais simplement d'économiser en pensant qu'on sera plus sécure, plus libre, tout ça. Là, on verra qu'il y a un grand leurre là derrière. Le deuxième mouvement, le mouvement qui est saboteur, sont des personnes qui ont une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. Si je pense que l'argent c'est l'angoisse, que l'argent c'est la source des problèmes dans le monde, que l'argent c'est sale, c'est logique que je n'attire pas d'argent à moi. Imaginez que dans votre entourage, vous ayez une relation que vous jugez comme toxique, vous n'allez pas régulièrement téléphoner à cette personne pour l'inviter à votre table. Parfois, bien sûr, il y a des exceptions, c'est votre beau-père, votre belle-mère, c'est un peu plus compliqué. Mais vous êtes d'accord, on ne va pas le faire spontanément. Là, c'est la même chose avec l'argent. Si vous voyez l'argent comme quelque chose de négatif, vous n'allez pas l'appeler à vous, à votre table. Autrement dit, vous allez quand même en attirer parce que c'est difficile de faire ça dans une société, pour ne pas dire impossible ou presque. Mais inconsciemment, vous allez faire en sorte de ne pas en avoir trop autour de vous, puisque vous voyez ça comme négatif. Et dans le troisième mouvement, le mouvement montagne russe, c'est un peu plus compliqué, puis c'est un mélange des deux. Ce sont des personnes qui ont au moins une projection positive, donc phase d'accumulation avec l'argent, qui ont au moins une projection négative sur l'argent, phase où l'argent va foutre le camp dans leur vie, encore une fois, d'une manière qui n'est pas gagnante. Donc voilà, au moins l'un, un moins l'autre. Alors, si je reprends rapidement ces trois mouvements, pourquoi j'ose dire que ça ne marche pas, effectivement, quand on est dans le mouvement écureuil, qu'on veut accumuler de l'argent pour se sentir plus sécure, plus libre ou plus autonome? Comme je vous l'ai dit, déjà, je l'ai testé pour vous pendant très longtemps. Et en fait, il y a un grand piège là derrière. C'est quoi le grand piège? Encore une fois, je suis assez rapide pour qu'on puisse passer à d'autres choses tout à l'heure. Le grand piège, c'est que si j'ai projeté ma sécurité sur l'argent pendant si longtemps, il y a une seule et unique raison. C'est que j'étais insécure intérieurement. Autrement dit, j'essayais de compenser par de l'argent ce qui me manquait intérieurement. Si j'avais été sécure intérieurement, autrement dit qu'une bonne estime de moi, une bonne confiance en moi, je rajouterais même une bonne confiance en la vie, il y aurait 0,0 raison de projeter ma sécurité sur quoi que ce soit à l'extérieur, puisqu'elle est habitée à l'intérieur. Donc, je n'ai jamais vu pour quiconque que ça marche. Et je donne souvent cet exemple de cette cliente que j'avais qui avait 8 millions. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un d'aussi insécure que cette femme-là. Et quand sa fortune passait à 7,7 millions, elle ne dormait plus la nuit parce que la moindre décision lui la mettait dans tous ses états tellement elle était insécure. Elle avait une enfance épouvantable, déchirante des parents. Et c'est clair que cette sécurité intérieure, elle ne se n'était pas construite durant l'enfance. Elle était donc toujours insécure pour le moindre événement de la vie. Il aurait pu avoir 15, 20, 30 millions, ça n'aurait rien changé. Parce qu'encore une fois, c'est à l'intérieur d'elle que ça se passait et pas à l'extérieur pour des questions d'argent. Bien sûr que ça paraît plus sensé de penser qu'on est plus libre avec de l'argent que sans argent. Et en même temps, il y a aussi un piège derrière. Pourquoi? Je vois des personnes qui ne manquent pas d'argent, qui en ont même beaucoup, et qui ne se sentent pas libres. C'est-à-dire qu'ils se sentent prisonniers dans un couple, qui se sentent prisonniers dans un métier, parce que la famille a toujours fait avocat, a toujours fait médecin, a toujours fait fonctionnaire, et qui se sentent obligés de faire la même chose, qui se sentent prisonniers parce qu'ils ont repris l'entreprise familiale et que c'est eux qui avaient été choisis et qui n'ont pas osé dire non et ils rêvent de faire autre chose, mais en même temps, ils ne s'autorisent pas à être celui qui va lâcher l'entreprise familiale, la vendre à un étranger à la famille, alors qu'ils ont beaucoup d'argent, ils aspirent à autre chose. Et la plus grande prison que nous avons, je pense, c'est le regard des autres. Quand nous accordons tellement trop d'importance au regard des autres, peut-être à des personnes proches en particulier, on ne s'autorise pas à faire ce qui est bon pour soi parce qu'on a peur du jugement, on a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres vont dire.
Et je vois des personnes qui ont effectivement beaucoup d'argent et qui en même temps ne font pas ce qu'ils veulent, restent dans leur prison dorée, comme je l'ai fait longtemps dans un métier où j'étais très bien payé, parce qu'il y a pour X, Y peur derrière. Alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas d'argent et qui se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Beaucoup de grandes entreprises ont été fondées par des gens qui n'avaient pas d'argent du tout, mais avaient bien plus important que l'argent. Ils avaient une idée prometteuse, c'est mieux, mais surtout ils avaient une foi, ils avaient un enthousiasme qu'ils allaient concrétiser, matérialiser leur idée, que rien ne pouvait les retenir, qui fait qu'ils ont toujours réussi à attirer ce qu'il fallait dans leur vie, y compris des gens qui avaient de l'argent, qui avaient très envie de financer leur projet, qui avaient très envie de s'associer à eux avec leur argent. Donc, encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et pour qui ce n'est pas du tout un empêchement de se réaliser. Parce qu'effectivement, une première fausse croyance serait de croire qu'on doit se débrouiller tout seul, qu'on doit trouver l'argent soi-même, qu'on doit avoir soi-même économisé l'argent pour pouvoir créer un projet. Non, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui aspirent à s'associer à des gens qui ont des idées, qui ont des idées et surtout qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, quelle que soit, encore une fois, la projection positive qu'on a sur l'argent et qu'on essaye avec l'argent de compenser ce qui me manque à l'intérieur, mon manque de sécurité, mon manque de liberté de faire ce qui est bon pour moi, mon manque d'autonomie aussi de faire encore une fois ce qui est bon pour moi et de penser que je dois me débrouiller tout seul, etc., etc. Ça ne va pas marcher, effectivement. On pourra en accumuler toujours plus. Moi, pendant des années, j'ai toujours cru qu'avec un peu plus, ça irait mieux, un peu plus, ça irait mieux. Et j'avais beau accumuler des montants et des montants comme importants, c'était jamais suffisant. Donc ça, c'est le premier mouvement. Donc, dans le deuxième mouvement, le mouvement des saboteurs, je vais donner un certain nombre d'exemples, comment ça fonctionne, comment les gens se sabotent. Je vois des personnes qui, effectivement, et là c'est un grand piège, je vous le dis déjà tout de suite, parce que je ne serais pas surpris que certaines d'entre vous pourraient être là-dedans. Je rencontre régulièrement des personnes qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont artistes, entre autres, et qui me disent, j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. Donc, vous voyez, là, il y a une croyance derrière. C'est comme si, dès le moment où on avait du plaisir, on n'avait pas le droit de gagner de l'argent. Parce que beaucoup de personnes dans notre société souffrent et l'argent, le salaire, hein, le salaire, en deux mots, c'est comme la compensation à la souffrance. Et c'est normal que eux gagnent de l'argent, ils le méritent puisqu'ils souffrent. Donc, ils ont droit à l'argent en contrepartie. Donc là, effectivement, il y a un piège puisque dans cette croyance-là, c'est comme si je devais choisir mon camp. Avoir du plaisir et pas vraiment avoir droit à l'argent, ou alors souffrir et avoir droit à l'argent. Et bien sûr que personne ne nous a jamais mis un pistolet sur la tempe nous empêchant de gagner de l'argent en ayant du plaisir. Ce sont nos croyances, certainement issues d'une éducation judéo-chrétienne, peut-être aussi, entre autres, mais pas seulement, issus également des exemples qu'on voit, qu'on a eu des parents qui ont souffert, qui ont beaucoup bossé, qui ont trimé dur, et nous on se sent comme privilégiés. Et c'est comme c'était indécent, voire obscène, d'oser gagner de l'argent en ayant du plaisir. Alors là, effectivement, ces personnes vont plutôt mettre des prix bas, vont faire des gratuités ou des rabais pour un oui, un non, et ils vont être piégés par leurs croyances puisqu'ils ne réussiront pas à tirer suffisamment d'argent pour faire un projet viable. Donc mon invitation, c'est vraiment de mettre du et s'autoriser à avoir du plaisir et s'autoriser à gagner de l'argent, puisque c'est le seul moyen pour que ça fonctionne. Et en même temps, d'un point de vue sociétal, comme je le disais tout à l'heure, plus nous autoriserons à mettre les deux ensemble, plus nous serons nombreux à avoir du plaisir dans ce que nous faisons et à gagner au moins suffisamment d'argent pour en vivre. Ça, c'est le minimum. Et ça donnera aussi envie à tous ceux qui souffrent malheureusement dans leur travail de nous rejoindre, de rejoindre le camp de ceux qui ont du plaisir et qui s'en sortent financièrement, puisqu'on va montrer que c'est possible. Donc, ça, c'est une première croyance limitante qui fait que les personnes ne s'autorisent pas à tirer suffisamment d'argent. Il y en a d'autres également. C'est-à-dire que je vois des personnes, effectivement, qui pourraient avoir accès à de l'argent, dans le sens que je sais qu'en France, parfois, on peut avoir des aides quand on lance un nouveau projet, sous toutes sortes de formes. On peut avoir toutes sortes d'aides ou toutes sortes d'argent qui pourraient rentrer. Simplement, ça va demander de remplir des formulaires, ça va demander de faire des démarches. Et je vois que ces personnes-là, alors que l'argent à prévenir à elles, ne font rien, ne font pas les démarches. Ça peut même être de se faire rembourser l'argent par la sécurité sociale, par exemple, mais de toutes sortes de manières, l'argent à prévenir à moi, mais ça ne tient qu'à moi de faire des démarches et je ne les fais pas. C'est encore une manière de saboter puisque l'argent à prévenir à moi et je ne fais pas ce qu'il faut. Je me souviens d'une coach qui travaillait dans une grande boîte, qui avait 3 ans de retard dans ses frais professionnels, 3 ans qu'elle n'avait pas rempli les documents.
pour se faire rembourser des frais. Donc, vous voyez encore un exemple de sabotage où finalement l'argent peut venir à moi et je ne fais pas ce qu'il faut. Je vois des personnes qui sont très bons dans leur métier et qui ne facturent pas. Si je ne facture pas, l'argent n'arrive pas. Qui ne contrôlent pas les rentrées d'argent de leurs clients, qui n'envoient pas de rappel que le client ne paye pas, ou qui ne prennent pas leur téléphone pour dire maintenant ça suffit, c'est important de me payer. Je vois des personnes qui vont faire des devis qui vont qui vont être pas adaptés au travail qu'ils vont faire, bien sûr toujours en sous-estimant, c'est-à-dire que l'argent qui va entrer n'est pas en lien avec tout le travail qui a été fait derrière. Donc il y aura moins effectivement que ce qui devrait arriver comme argent, parce que effectivement, pour X ou Y raison, mais c'est inconscient qu'une fois, ils n'auront pas réussi à faire un devis qui correspond vraiment à l'équivalent du travail qu'ils ont fait. Je vois même des personnes qui inconsciemment vont attirer que des métiers où ils sont mal payés. Et malheureusement, mesdames, ce sont des métiers dits féminins, tout qu'en Suisse, la plupart du temps, c'est bien sûr pas normal. Et à partir de là, effectivement, je vais attirer peu d'argent. Et voire même pour certains, je vais même faire que du bénévolat. Je n'ai surtout rien contre le bénévolat, mais je vois que pour un certain nombre de personnes, ça vient vraiment d'un rejet de l'argent, d'une vision négative de l'argent et qui ont vraiment envie de ne pas avoir affaire avec l'argent, parce que c'est comme si on se sent mieux, on n'a pas affaire à l'argent, parce que l'argent vraiment a vu quelque chose de pas bien. Donc voilà, il y a vraiment des personnes qui sont des saboteurs dans le sens qu'ils vont avoir toutes sortes de comportements qui font que je vais inconsciemment m'empêcher que l'argent arrive à moi. Je vois même des personnes qui refusent des donations, qui refusent des héritages. C'est encore une fois une manière de se saboter, de ne pas attirer d'argent. Donc derrière tout ça, encore une fois, inconsciemment, une ou plusieurs projections négatives sur l'argent. Et le troisième mouvement, le mouvement montagne russe, comme j'ai expliqué, un mélange des deux. Donc des phases d'économie, je n'y reviens pas, c'est exactement comme le mouvement écureuil. Donc je suis en lien avec ma projection positive et j'essaye d'accumuler de l'argent. Et puis également, après, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ça se manifeste, la manière dont les personnes vont rejeter l'argent, vont repousser l'argent, vont se débarrasser de leur argent. Alors, peut-être dans ce mouvement-là, ce que j'ai remarqué, pour certains, ça arrive de manière récurrente, des phases de hausse et des phases de baisse. Pour d'autres, ça va arriver deux fois, trois fois dans leur vie, une grande phase de hausse et puis une faillite ou un divorce qui se passe mal et puis tout à coup ils se retrouvent à zéro. Et puis pour d'autres, de manière, comme je dis, beaucoup plus récurrente. Je vois qu'il y a des personnes qui ont comme un plafond de verre. Il n'y a pas longtemps que je peux utiliser ce mot-là, que j'ai vraiment vu ça avec plus de clarté. C'est comme si chaque fois que j'arrivais à un certain montant d'économie, il y a un truc qui allait m'arriver qui fait que l'argent allait foutre le camp. C'est comme si je ne m'autorisais pas à avoir plus que 500, 1000, 3000, 5000, 10 000 ou 20 ou 50 000, c'est égal. Pour chacun, c'est personnel en fonction de son histoire. Et dès que j'arrivais à ce montant d'économie, ou plus ou moins, il y a quelque chose qui arrivait. Pour certains, c'est un coup dur. Il dit incroyable, dès que j'ai un peu d'économie, j'ai le moteur de la bagnole qui pète, j'ai un truc dans la maison, j'ai mon enfant qui a un problème qui fait que l'argent, je dois utiliser l'argent. C'est comme s'il n'y avait pas d'accès à l'argent pour ah, qu'est-ce que je vois? Ah, j'entends plus, ça saute. Alors j'espère, je ne sais pas si Marie-Neige est la seule ou pas. Alors peut-être les autres peuvent juste faire un petit mot si pour eux ils entendent toujours. Ça me permettra de prendre mon souffle et de boire une gorgée d'eau. Alors, pour les autres, vous entendez bien. Donc, je pars du principe, Marie-Neige, qu'il faut essayer de trouver ce qui se passe chez toi. Je profite de boire de l'eau. Je m'amuse toujours en buvant de l'eau. Parce que pour moi, l'eau, c'est du liquide. Quand on parle d'argent, des fois, on dit tu as du liquide. Voilà, donc je me suis ingurgité un peu de liquide pour pouvoir être avec vous. Donc, comment effectivement l'argent fout le camp? Donc, parfois certains disent, ben oui, il m'arrive des coups durs, des choses qui fait, des choses pas prévues, qui fait que l'argent ben, finalement n'est plus là. D'autres vont avoir des moments un petit peu de, j'aime pas le mot égarement parce qu'il pourrait y avoir un jugement derrière, j'ai pas de jugement là-dessus, mais des moments où on n'arrive pas à se retenir et puis avoir des dépenses un peu compulsives. Tout à coup, on ne peut pas s'empêcher de dépenser, mais d'une manière qui n'amène pas de plus-value à moyen et long terme. D'autres vont à coup effectivement acheter des choses, vont comme succomber à des envies, vont acheter des choses trop chères par rapport à ce que ça vaut, par exemple, ou vont se faire rouler effectivement par des personnes qui vont leur promettre des monts et merveilles, et puis finalement la prestation derrière, ça ne vaudra pas ça du tout. Je vois des personnes aujourd'hui, bah, c'est un peu une nouvelle mode avec toutes les formations qu'il y a sur Internet, j'espère que ce n'est pas trop le cas ici, qui vont acheter des formations sur Internet et qui finalement ne vont pas les utiliser, ne vont pas les faire, ne vont pas les suivre
Et je vois ça de plus en plus et qui achètent des fois des sommes qui dépensent des sommes assez importantes pour eux et finalement ils ne vont jamais l'utiliser. C'est encore une fois une manière de se débarrasser de son argent. Il y a donc certains, comme je disais, qui vont attirer des personnes qui vont les rouler. Je connais des personnes qui ont acheté des maisons en Espagne et dont la première pierre n'a jamais été posée, mais ils avaient déjà dépensé 5 000, 10 000, 20 000 euros qu'ils n'ont jamais vu en retour. Et parfois, ces personnes qui vont les rouler, ça peut être des gens à qui on va prêter de l'argent, qui ont l'air d'être des gens de confiance et qui finalement ne vont jamais rembourser. Voilà, donc on va attirer des personnes pas très honnêtes en tout cas, mais ce n'est pas un hasard, en tout cas c'est ça que je peux voir, que ça arrive à certains, que ça n'arrive pas à d'autres. Mon père était un maître là-dedans, il a fait 2 fois faillite, il a tiré un associé qui s'est chargé de tout dilapider l'argent et lui-même également continuait de livrer à des fournisseurs que des mauvais payeurs. Ses concurrents ne payaient plus, ne fournissaient plus le matériel, lui continuait de fournir et finalement il a fait que creuser un trou avec des gens qui ne payaient pas. Et parfois, effectivement, celui qui va dilapider l'argent, c'est malheureusement, ça s'appelle le conjoint ou la conjointe. Ça arrive aussi pour certains nombres qui dit j'ai attiré des hommes dans ma vie qui ont dilapidé toutes mes économies. Donc, quelle que soit la manière dont ça se passe, c'est important de voir que c'est pas gagnant, bien sûr, c'est pas de l'argent qui est bien dépensé, bien utilisé. Donc, c'est pas ceux qui achètent, comme je disais, quelque chose qui était prévu au départ. Voilà, peut-être pour ces 3 mouvements de manière un peu rapide. Voilà, je vois que de temps en temps, il y a de temps en temps des petits commentaires que l'un ou l'autre se retrouve là-dedans. Donc, voilà, pour donner un petit peu les grandes lignes à travers ces 3 mouvements-là. Après, ça va se manifester de manière plus ou moins importante pour les uns et les autres, avec plus ou moins de plaisir et tout ça. Euh, oui, Christian, oui, j'arrive là, je profite de cette transition pour juste poser une question que Nina a posée. Et si on est un écureuil qui se fait plaisir malgré les projections négatives? alors, 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 est-ce que tu as bien compris la question? Ça va? Parce que j'ai du mal. alors, on peut, normalement, quelqu'un qui a des projections négatives n'a pas d'économie, puisque cette personne-là a de la peine à tirer suffisamment d'argent pour vivre, donc devrait plutôt être dans les dettes. Plutôt juste sous l'eau, hein, la tête en dessous de l'eau. Enfin, des personnes qui disent c'est incroyable, j'arrive pas à m'en sortir, voilà. Donc, ça veut dire que si la personne a des économies, si elle gagne suffisamment d'argent, elle doit au moins avoir une projection positive sur l'argent, au moins ça. Bon, Autrement, voilà, parce que voilà, il y a au moins une projection positive, ce qui n'empêche pas qu'on peut penser des choses, mais au moins une projection positive sur l'argent. Voilà. bon, Après, c'est parfois, ce que je vois dans le mouvement saboteur, c'est que comme dans les couples sont bien faits, les mouvements ne sont pas les mêmes en général, mais il y en a un qui peut compenser, qui amène l'argent pour l'autre, qui peuvent se compenser mutuellement, par exemple. Et donc, c'est bien sûr un sujet de tension dans les couples quand on a des comportements qui sont différents, parce que moi-même, même si mon épouse était écureuil aussi, mais de manière beaucoup moins rigide que moi, je trouvais de toute façon qu'elle dépensait beaucoup trop d'argent, puisqu'elle avait tendance à se faire plaisir beaucoup plus que moi. Donc, il y a plutôt des tensions là-dessus. Donc voilà, peut-être par rapport à ça. Euh, merci. Qu'est-ce que je regarde juste mes notes pour voir dans quel ordre j'ai envie de dire un petit peu ce que j'ai envie de vous dire là maintenant. Euh, alors peut-être ce qui est important de voir, alors on va pas faire le travail là maintenant, mais effectivement j'en parle dans mon livre, je le fais dans les ateliers. Euh, je- Des ateliers, on fait un travail en 8 points qui s'appelle Mon histoire avec l'argent. C'est-à-dire de voir un peu de quelle famille je viens. Comment ça s'est passé avec l'argent dans ma famille quand j'étais enfant? Quels étaient un peu ce qui se disait sur les riches, sur les pauvres? Dans ma généalogie, quels étaient les événements importants avec l'argent? Parce qu'il n'est pas rare, effectivement, que nous sommes bien influencés par ces choses-là. Je vais vous donner 2, 3 exemples. Supposons effectivement que je viens de milieu social modeste, que dans la généalogie avant, les gens étaient plutôt de milieu modeste. Ces personnes-là, parfois, auront de la peine à s'autoriser à gagner de l'argent, voire même de l'argent sans limite, passablement d'argent. C'est comme si par loyauté familiale, par appartenance, on allait faire la même chose. Parfois également, il y a dans la famille quelqu'un qui a eu pas mal d'argent et puis j'ai entendu plusieurs fois cette histoire-là, le grand-père qui a eu beaucoup d'argent et qui a foutu le camp avec la maîtresse, laissant femme et enfants avec 3 fois rien. Et effectivement, dans ces situations-là,
eh ben, là, il y a, la personne dira non, non, surtout pas avoir de l'argent parce que ceux qui ont beaucoup d'argent font des conneries. C'est ce qui est engrammé, hein, engrammé donc inconsciemment, ce qui va être imprimé inconsciemment, autrement dit, et qui fait que ces personnes ne s'autorisent pas à avoir de l'argent. Euh, parfois également, il y a des personnes qui vont dire, bah oui, dans ma généalogie, il y a eu beaucoup de conflits avec l'argent, que ce soit mes parents, ou il y a des successions qui sont mal passées. Donc, on va également, encore une fois, imprimer l'argent est une source de conflit. Donc, on ne voudra pas d'argent, on va ne pas attirer d'argent parce qu'effectivement, on a l'historique, en tout cas l'image que si on a de l'argent, ça va générer du conflit, donc autant pas avoir d'argent. Ce qui, bien sûr, encore une fois, est un leurre parce qu'on peut avoir des conflits, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, etc., etc. Donc ça pour dire que ça mérite en tout cas qu'on aille voir un peu son histoire familiale pour voir effectivement est-ce qu'il y aurait des choses que j'ai reproduites. Est-ce que finalement, puisque là vous êtes des femmes, dans un dernier atelier que j'ai animé à Lyon il n'y a pas très longtemps, je me souviens qu'il y a trois femmes qui disaient c'est incroyable, j'ai vu de ma généalogie que ma mère et ma grand-mère maternelle ont chaque fois attiré des hommes sur lesquels on ne peut pas compter dessus sur l'aspect financier. Ou bien qu'ils allaient utiliser l'argent pour aller au resto, au bistrot, ou le dilapider, ou qu'ils ont eu des accidents qui ne rapportaient pas d'argent. Donc finalement, ils se rendaient compte qu'elles avaient attiré, enfin que ces femmes-là devaient se débrouiller toutes seules, devaient bosser pour amener l'argent à la maison. Et finalement, ces trois femmes-là, dans le même atelier, se sont rendues compte qu'elles avaient elles-mêmes attiré des hommes sur lesquels on ne peut pas compter. Vous voyez le même schéma qui se reproduit, voilà, de manière tout à fait surprenante. Non, pour moi, ça ne l'est pas. Je vous ai dit que j'anime les constellations systémiques et familiales et que je vois à quel point, effectivement, on va reproduire des schémas familiaux. Donc, tout ça pour dire que dans les ateliers, on travaille beaucoup la notion de déloyauté familiale, de s'autoriser à faire autrement sur certains aspects précis. La déloyauté n'est pas du désamour, ce n'est pas du rejet, ce n'est pas du jugement de ce qui a été fait, c'est vraiment une autorisation, une permission à faire autrement pour sortir d'un schéma familial qui n'est pas gagnant. Dans ma famille, du côté paternel, tous les hommes qui sont mis à leur compte ont tous fait faillite sans exception. La seule exception, c'est moi pour l'instant. J'espère bien le rester d'ailleurs. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que si moi-même, j'avais pas été le premier qui a vu ce fonctionnement-là, à coup sûr, je ferais faillite comme les autres. Donc j'ai eu à travailler cette déloyauté familiale pour autoriser pour moi et pour les hommes de la famille, les fils qui vont suivre, un autre schéma de fonctionnement, parce qu'autrement, effectivement, c'est du gâchis. Mon frère, mon père, mon oncle, mon grand-père étaient des gens qui étaient très bons dans leur domaine, mais qui se sabotaient systématiquement, effectivement. Donc, vous voyez, cette déloyauté familiale, encore une fois, elle est importante elle est importante effectivement pour cela. Donc, si vous vous retrouvez dans des histoires de loyauté familiale, on touche à un mot, je peux vous donner une piste tout à l'heure. Euh, Autre chose encore peut-être. Donc, je sais que certains aussi, je rencontre régulièrement des personnes qui ont peur de manquer. Et là aussi, ça vaut la peine d'aller voir, est-ce que dans la généalogie, il y a eu des problèmes de manque? Est-ce que cette peur de manquer, elle m'appartient vraiment? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai repris dans l'histoire familiale également? Est-ce qu'au moment où j'étais conçu, au moment où je suis né également, il y a eu des peurs de manquer parce que j'étais peut-être pas venu au bon moment, trop tôt, il y avait des problèmes d'argent à ce moment-là, et peut-être que j'ai effectivement imprégné cette peur de manquer. Vous savez que les- dès la conception, on reçoit déjà beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et qui font que ça va nous imprégner également. Donc voilà peut-être deux, trois pistes de réflexion. Voilà, donc juste je prends encore un souffle et puis je vais partir sur autre chose. Alors, je regarde juste peut-être les commentaires aussi. Voilà, effectivement, quand j'entends des Il y a, choses il y a- autour pardon, oui, Christian. Il y a Véronique qui vient nous rejoindre. Juste, salut Véronique. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je fais juste une parenthèse intéressante, je trouve. Parfois, il y a ça peut être mon cas moi aussi. Parfois, il y a des personnes qui voient le papa aller travailler, etc. Et du coup, qui est peu à la maison et qui associent aussi le travail égal, on peut pas avoir une vie de famille. Et moi, j'ai vu des personnes comme ça et voilà, juste, je soulignais ça aussi. Je trouvais ça assez intéressant. oui, alors bien sûr que bon, là on revient plus à la notion de travail. Ben, c'est-à-dire que moi je peux voir deux choses. On peut voir des parents qui ont été très absents de par leur travail.
qu'ils l'aient aimé d'ailleurs ou pas, mais simplement, enfin, même qu'ils ne l'ont pas aimé. Donc en plus, quand on est absent et en plus on fait un travail qu'on n'aime pas, c'est effectivement dramatique. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus absent que je l'étais. J'ai un travail qui me passionne. Donc c'est un autre piège potentiel. Vous voyez, c'est génial dans un travail qui passionne et en même temps c'est un piège parce que je suis beaucoup absent. Je prends mon pied quand je travaille, donc j'ai de la peine à dire non parfois aussi. Ça peut être l'un comme l'autre hein, finalement, donc ça demande surtout de trouver un équilibre, mais surtout, enfin je vois aujourd'hui, je trouve que quand on a en plus des enfants, c'est quand même génial pour des enfants d'avoir des parents qui prennent leur pied dans ce qu'ils font, qui osent en tout cas faire quelque chose qu'ils aiment, parce que ça va aussi être un modèle familial, on sait que c'est possible, alors que beaucoup de personnes disent, bah oui, dans ma famille, on a travaillé dur, c'est normal, on doit travailler dur, c'est le seul modèle que j'ai eu. Et là aussi, c'est une bonne manière pour certains de travailler la déloyauté familiale, parce que très souvent, j'en sais personnes qui s'épuisent au travail parce que c'est le seul modèle qu'ils ont eu, et ça paraît le seul modèle possible. Donc, en travaillant la déloyauté, c'est comment je peux m'autoriser à travailler avec plus de légèreté, à travailler avec plus de plaisir et à gagner de l'argent avec, sans effectivement devoir rentrer dans ce modèle-là, effectivement. Euh, Peut-être dans, quand on fait travaille sur la relation à l'argent, on va beaucoup travailler bon, sur les projections, vous avez compris, les projections positives pour finalement se permettre d'être sécure que j'ai de l'argent ou pas d'argent, permettre d'être libre que j'ai de l'argent ou pas de l'argent, permettre d'être autonome ou confortable dans ma vie que j'ai de l'argent ou pas d'argent. Donc de dissocier l'argent et la sécurité, l'argent, la liberté, l'argent, les choses positives. Mais après, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a des projections négatives sur l'argent, ça parle aussi de nous. Ça parle aussi de nous, alors d'une manière qui peut paraître moins flatteuse, mais pour moi, il n'y a pas de plus flatteur ou moins flatteur. C'est juste de voir que chaque fois, ce sont des parties de nous qui ne sont pas habitées, qui ne sont pas animées à l'intérieur de nous. Je donne un exemple. Si quelqu'un dit l'argent c'est une source de conflit, par exemple, et qu'elle va vraiment là, imprimer argent égale source de conflit, je peux vous garantir que cette personne-là, dans sa vie, elle fait tout pour ne pas être une source de conflit avec les autres. Elle ne va pas aimer le conflit, elle va plutôt faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, quitte à se taire, quitte à ne rien dire, par exemple. Donc, comme par peur du conflit, on va éviter les conflits et en même temps, c'est un grand leurre. On génère quand même du conflit et les premiers et les plus gros conflits qui vont être générés, ce sont des conflits intérieurs au fond de nous. Je connais très bien ça parce que moi aussi, j'ai eu très peur du conflit. J'ai une éducation qui n'autorisait pas le conflit. Et quelque part, j'ai bien vu que chaque fois que je me taisais alors que j'ai envie de dire les choses, je générais du conflit au fond de moi entre la partie qui a envie de parler, la partie qui ne parle pas, etc. Donc, le conflit existe de toute manière, et en disant rien, je voyais bien que dans mon couple ou ailleurs, ça générait comme du conflit parce que ça agaçait les autres que je dise rien également, ou que finalement, quand ça sort d'une manière inappropriée. Donc, s'autoriser est une source de conflit, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas s'autoriser est une source de conflit comme un but en soi, c'est de s'autoriser à dire ce qui est juste et aligné pour moi et que même si ça génère du conflit, c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est que les choses soient dites et qu'on puisse construire à partir de là. Ça nous donne plus de liberté, encore une fois, de pouvoir dire ou faire ce qui est bon. Et si je dis ça, c'est que dans les parties de nous que nous rejetons, puisque la relation à l'argent, c'est un travail identitaire, c'est de là le titre du livre, hein, ce que l'argent dit de vous, un travail identitaire qui parle des parties de moi. En lien avec l'argent, il y a quelques parties typiques que nous n'aimons pas, que nous avons très peur qu'on puisse dire de nous et qui vont nous empêcher de poser un prix qui est un prix qui respecte mes qualités, qui respecte le travail que je fais. Je vais vous donner deux, trois exemples. Mais déjà, typiquement, peur de passer pour un voleur, peur de passer pour un profiteur. Ça, c'est des exemples absolument typiques que j'entends très souvent. Les gens qui ont peur de passer pour des voleurs ou des profiteurs, donc autrement dit, qui ont peur du jugement que l'autre aurait sur mon propre prix, ils vont effectivement avoir tendance à mettre des prix plutôt bas, voire même des prix très bas, voire même certains faire des gratuités pour un oui, un non. J'ai même connu un gars en Belgique qui faisait tout gratuit comme ça pour être sûr qu'on ne dise pas de lui que c'était un voleur. Donc, vous voyez, cette peur de passer pour un profiteur ou un voleur fait que ces gens vont mettre des prix trop bas. Et en fait, ce que je leur dis déjà, mais de toute façon, tu es déjà un voleur. Quand tu mets des prix très bas ou trop bas, simplement la personne que tu voles n'est pas celle que tu crois, c'est pas l'autre, c'est toi-même. Parce qu'il n'y a aucune raison
de ne pas se mettre à équilibre dans la balance vis-à-vis des autres quand on pose un prix. Donc, vous voyez, la peur de passer pour un voleur fait que je vais mettre des prix bas. Et finalement, je vois que ces personnes-là ont quand même cette peur, elles restent quand même cette peur-là, vont quand même être vigilantes que les autres pensent, vont regarder tous les petits signaux. Quand j'ai l'impression que l'autre est peut-être fait une grimace quand je dis mon prix ou je ne sais pas quoi, parce que c'est juste un, comment dire ça, c'est juste un symptôme du malaise que j'ai, de la peur que j'ai de ça. Au moment où je peux accueillir le voleur en moi, au moment où je peux accueillir le profiteur en moi, je vous donnerai des exemples en quoi ça peut être bon parfois, ou que c'est tout à fait respectable d'être un voleur ou un profiteur, même si je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je vous donnerai des exemples pour vous rassurer derrière, vous le montrer. Je vais cesser d'avoir peur de ce que l'autre pense. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris à travers la communication non violente. J'ai appris que j'avais aucun pouvoir sur ce que l'autre pensait. Quoi que je dise, quoi que je fasse, l'autre est libre de penser ce qu'il veut. Et quel que soit le prix que je pose, si l'autre veut penser de moi que je suis un profiteur, un voleur ou que j'exagère, je ne pourrai pas l'empêcher de le penser. Donc, à partir du moment où j'ai accueilli le profiteur en moi, j'ai accueilli le voleur en moi, et que je suis à l'aise avec le prix que je vais positionner, l'autre peut penser ce qu'il veut, quelque part, ça ne va pas me toucher. Alors que tant que je ne suis pas à l'aise et que c'est parti de moi, je peux vous dire que dès que l'autre va dire oh là, c'est trop cher, vous exagérez ou je ne sais pas quoi, ou vous profitez de la situation, je ne sais quoi, je vais être hyper mal à l'aise. Ça va venir me chambouler à l'intérieur parce que ça vient juste toucher une partie de moi qui n'est pas en paix, ou je ne suis pas en paix avec cette partie de moi. Alors, en quoi c'est bon d'être un voleur, par exemple? Alors nous avons tous, je suis sûr, vous avez à peu près tous comme moi entendu dire c'est pas bien de voler, etc., etc. Et pourtant, beaucoup de personnes ont volé notre porte-monnaie de la maman, j'ai vu ou je ne sais quoi. Alors, en tout cas, personnellement, je pense que si quelqu'un qui serait là avec ses enfants et qui serait prêt à mourir de faim et qui irait prendre des pommes dans un verger ou des poires ou je ne sais quoi, je n'irai en tout cas moi pas lui porter plainte contre lui. Je pense que c'est respectable et ça me paraît logique d'aller chercher la nourriture même en le volant plutôt que mourir de faim. Ce sont des cas extrêmes, bien sûr, mais j'espère bien qu'aucun d'entre vous, d'entre nous, n'aura à arriver à ça. Aujourd'hui, on voit des voleurs sur lesquels certains applaudissent des deux mains. Moi, le premier. Regardez tout ce qui se passe avec Wikileaks, tous ces documents qui ont été mis au service de la population, qui ont été montrés pour montrer ce qui se passe avec les services secrets américains, ce qui se passe dans des milieux financiers, ce qui se passe avec des politiciens, où des documents ont été, de Wiki, oui, effectivement, donc ces documents ont été volés, hein, ont été volés, recopiés pour pouvoir être mis au service de la population au grand jour, pas contre de l'argent, hein, parce qu'on voit certains ont pris des risques. Regardez Snowden, regardez Assange, aujourd'hui, le prix qu'ils ont à payer en termes de vie pour avoir pris le risque de mettre ces documents à disposition, personnellement, j'ai aucun problème avec ce genre de vol. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je respecte parfaitement votre point de vue. Certains ont montré que, effectivement, qu'il y en a qui allaient faire des fondations à Panama, etc. Et je n'ai aucun problème avec ça aussi. Le seul problème que je peux avoir, c'est ceux qui volent des données et qui vont les monnayer contre des millions. Je sais que certains l'ont fait. Là, je ne suis pas OK avec ça parce que c'est juste une histoire de s'enrichir. Mais quand c'est prendre un risque au service de la connaissance de ce qui se passe dans notre monde, ce sont des voleurs, je suis OK avec ça. Imaginez effectivement qu'aujourd'hui, vous retrouviez dans un local, dans un endroit un peu étonnant, et que vous retrouviez des documents de préparation d'un attentat terroriste. Vous n'allez pas dire, ah non, 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 ça, j'ai pas le droit de prendre, parce que je n'ai pas le droit de voler. Vous allez amener ça à la police, et il n'y a personne qui va porter plainte contre vous, je peux vous le dire. Donc, à partir de là, vous voyez que on va même vous applaudir des deux mains. Donc, on voit que dans des situations tout à fait particulières et singulières, vraiment, j'insiste, particulières et singulières, on pourrait voler et c'est OK. Mais surtout, d'accueillir le voleur en moi, ça va surtout me permettre d'être en paix avec cette partie de moi et cesser d'avoir peur que l'autre me voit comme un voleur. Le profiteur également, on a plutôt tendance à voir euh, que profiter, c'est pas bien. C'est souvent ça qu'on a entendu également. Euh, et pourtant, moi, je suis un grand profiteur, je l'avoue en direct devant vous. Je profite de chaque instant de la vie que la vie m'offre. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, j'étais à Toulouse, j'étais sur une terrasse, j'ai profité.
je suis allé faire du jogging le long de la Garonne. Je fais plein de photos. Vous pouvez voir sur Facebook, ceux qui peuvent sont amis avec moi sur mon profil, des photos magnifiques. Le paysage était extraordinaire. Je profite de chaque instant et de chaque rencontre pour rendre ma vie plus belle. Et j'ai aucun problème avec ça. J'ai bien l'intention de continuer de profiter. Je profite de chaque fois que j'ai l'occasion de parler devant des gens. Je profite des personnes pour parler de ce qui me passionne, comme je le fais maintenant avec vous. Je profite de vous et de votre attention pour parler de ce qui me passionne. Et j'espère bien vous profiter de moi également pour vous enrichir, en tout cas en termes de connaissances. Donc, vous voyez, on peut profiter de plein de manières. C'est pas contre l'autre, c'est au service de quelque chose. Il y a pas de mal à ça, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, de voir effectivement que ce n'est pas profiter au détriment de l'autre, c'est juste profiter de ce que la vie nous amène, profiter de plein de choses différentes. Et du moment où on peut être en paix avec le profiteur en moi, encore une fois, je n'aurai plus de problème à ce que l'autre me voit comme un profiteur parce que je demande certains montants pour un atelier, etc., etc. Donc voilà, simplement pour montrer que chacune de ces parties de nous qu'on voit comme sombres au départ, toutes les parties ont toujours son côté et son contraire, sans exception, sans exception. Hein. Je prends même un cas extrême, le violeur. Le violeur, ça paraît horrible, et on peut violer un secret de fonction, et ça a parfaitement du sens. On peut violer une règle parce qu'elle n'est pas adaptée de situation, et ça a parfaitement du sens. Je n'ai jamais vu d'exception de ces différentes parties, effectivement, qu'on peut toutes les prendre, toutes ces parties dites sombres, dites burk, et on verra qu'elles ont toutes un sens ou potentiellement positif dans, encore une fois, des situations absolument singulières et particulières. Elles ont bien sûr un aspect négatif. Donc, ce travail, effectivement, ce que je peux voir, c'est que chaque fois que j'accueille de nouvelles parties de moi que je rejetais, que je n'aimais pas, je crée un peu plus de paix à l'intérieur. Et plus je suis paisible à l'intérieur, plus je crée de la paix à l'extérieur. Voilà pour donner quelques exemples en lien avec ces ombres-là. Euh, j'ai peut-être envie, mais pour boire une goutte d'eau, ça permettra, parce que vous écrivez deux, trois commentaires, de parler un peu sur les questions de prix, justement, là maintenant. Mais ça fait soif, je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, moi j'ai chaud en tout cas. Le liquide. Euh, je vois que ça parle à beaucoup de personnes, hein, tout ce que tu dis là, il y a des beaux commentaires en dessous. On a accueilli Audrey qui vient d'arriver. Coucou Audrey. Euh, ouais, c'est super que tu puisses parler comme ça de l'accueil des parties de nous qui peuvent être jugées alors qu'en fait c'est tellement humain quoi. Merci de revenir dessus. On a un côté qui peut même être parfois barbare et parfois voilà. Voilà, et que nous sommes beaucoup influencés par ce que nous avons entendu. C'est-à-dire que nous avons tellement entendu il y a des choses qui ne sont pas bien à travers notre éducation, à travers la culture, à travers de plein de choses. Et simplement, c'est de voir qu'il existe tout et son contraire, quoi. Aujourd'hui, on Voilà. veut, dans notre monde, on veut du bien-être. Le bien-être n'existe que s'il y a du mal-être. On veut du beau. Le beau n'existe que s'il y a le mal. Hein. On veut du gentil. Ben, le gentil existe que s'il y a du méchant, quoi. À un moment donné, le succès existe que s'il y a l'échec. Il y a tout, tout, et son contraire, tout existe. Et en même temps, si on veut qu'un côté et pas l'autre, ben, je peux vous dire qu'on ne va pas vivre ce côté-là parce qu'on a toujours peur de vivre de l'autre. Je prends un exemple, l'échec, je pense que c'est bien, je vais encore parler de l'ombre de l'échec, parce que j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de se lancer peut-être de cette activité-là, si ce n'est pas encore fait. Et pour moi, on ne peut pas se lancer dans une activité si on n'est pas prêt à accueillir l'échec. Parce que l'échec fait partie prenante de tout ça. La réussite et l'échec sont juste deux parties d'une même pièce, quoi. Et j'utilise volontairement ce mot pièce parce que dans une pièce de monnaie, il y a un côté pile et un côté face. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous voulez prendre une pièce, vous devez accepter les deux côtés. Il ne faut pas dire je veux seulement le côté pile et pas le côté face. Ou prenez toute la pièce ou prenez rien. Là, c'est la même chose. Je veux vivre de la réussite de mon projet professionnel. Ok, j'ai accueillir l'échec comme également potentiellement ce qui peut arriver. Et dès le moment où j'accueille l'un et l'autre, je peux tout prendre. Mais simplement, qu'est-ce que je vois? Les personnes qui ont tellement peur d'être en situation d'échec, qu'est-ce qu'elles font en général? Le grand truc, elles ne font rien. Elles ne vont pas se lancer par peur de l'échec. Et comme je dis souvent, sans méchanceté encore une fois, tu es déjà un magnifique exemple d'échec. J'étais un superbe échec pendant longtemps en n'osant pas me lancer alors que je crevais envie de faire autre chose. Quand on ne fait rien, c'est déjà un échec, puisque
si on passait sa vie à côté de nos talents, de nos dons, et sans tenter au moins, essayer de faire quelque chose, ça serait dommage, ça serait dramatique même d'une certaine manière. Moi, c'est super que tu Donc, Hmm. Christian, c'est super. Je te veux pas que tu perdes le fil, mais c'est super parce que c'est vraiment ce que. Voilà, et je voulais appuyer une chose qui est importante aussi quand je parle du coaching équin, quand je parle vraiment d'accueillir avec les personnes que vous coachez, on parle souvent d'aller vraiment les aider à nommer les sentiments, les besoins, comme en CNV, hein. Ça aide vraiment justement à accueillir les parts de nous qui parfois sont en conflit avec d'autres. C'est vraiment ce chemin-là où on vise la qualité de la relation à soi et à l'autre. Voilà. Et vous vous êtes vraiment mise en mouvement en venant à cette formation. Vous avez déclenché quelque chose parce que vous vouliez plus être dans l'immobilisme pour certaines, et ça a attiré plein de choses autour. Quoi, ça peut être un nouveau job, ça peut être des voilà, juste parce qu'au niveau de l'univers, ça a bougé. Vous avez voilà, on est sorti de l'immobilisme, et des fois juste faire des remous, ça active beaucoup de choses autour. Voilà, c'est ce que je voulais dire. d'accord. Euh, ok. Alors, donc, à un moment donné, de toute manière, la notion d'échec et des réussites, aujourd'hui, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Pour moi, ce ne sont que, de toute façon que des vues de l'esprit ou de l'ego, on pourrait dire ça, où on va coller des étiquettes. Pourquoi dans la vie, nous ne vivons que des expériences en permanence, moment après moment, après lequel nous, humains, ou nous, sociétés, ou médias, vont coller des étiquettes, échec et réussite. Moi, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme je l'aimerais un projet et que je prends le temps de voir qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, et que je ressors plus expérimenté, plus intelligent de ça, c'est impossible d'appeler ça échec dans ma manière de voir les choses. Mais simplement, voilà, après encore une fois, si ça nous amuse, on peut mettre ces mots échec et réussite dessus, on peut coller ça, mais ce n'est pas nécessaire, en tout cas, ce n'est pas obligatoire. Donc, voilà peut-être. J'avais juste une question. Alors, si on est dans le rouge, on veut démarrer une activité, que faire? Ben, la première chose, justement, c'est de travailler. Si quelqu'un est dans le rouge et de manière récurrente n'arrive pas à en sortir, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait des projections négatives sur l'argent. Et donc, ça demanderait déjà au moins de dénicher quelles sont ces projections négatives sur l'argent pour pouvoir les transformer, puisque aussi longtemps que j'ai une vision négative de l'argent, même inconsciente, puis c'est inconsciemment la plupart du temps, je n'arriverai pas à tirer de l'argent pour que mon projet fonctionne. Après, ça ne veut pas dire, encore une fois, que je ne vais pas rencontrer des personnes qui sont prêtes à me soutenir, mais même si on va, même si j'ai cette vision-là, même si je trouve des personnes qui me soutiennent, ça ne suffira encore pas, puisque je vais être piégé moi-même par mes propres projections négatives sur l'argent. Ça vaut la peine de voir vraiment quelles sont les projections négatives que j'ai sur l'argent pour pouvoir commencer à les transformer. Euh, voilà, peut-être. Donc, échec réussite, je voulais parler de ça encore. Oui, par rapport au prix. Par rapport au prix, peut-être deux, trois remarques. La première, effectivement, chacun va définir un prix. Moi, j'ai enfin, un problème. C'est pas un problème, je ne le vois pas comme un problème en l'occurrence. C'est pas vrai. Je n'ai pas vraiment de prix fixe. Voilà, j'ai pas vraiment de prix fixe. Quand on me dit combien coûte une conférence, j'en sais rien. J'ai pas de prix pour une conférence. Je vais voir en fonction des situations quel prix je vais demander. Mais au-delà de ça, supposons qu'on fixe le prix de sa séance. On dit voilà, le prix de ma séance, c'est certains vont dire 80 euros, 100 euros, 60 euros, 50, je n'en sais rien, chacun va mettre ça. Qu'est-ce que je vois? C'est que en général, les personnes auront une certaine facilité à être flexibles avec le prix uniquement dans un sens, soit à la baisse. Parce que, effectivement, je vais rencontrer des personnes qui n'ont pas les moyens, des gens qui sont étudiants, des gens qui sont chômeurs, des gens voilà, pour X, avec raison. Et puis, surtout si je suis un sauveur, hein, dans les thérapeutes, on rencontre en général des grands sauveurs, c'est aussi ma porte d'entrée que je connais. On va dire, oh là là, dans cette situation, on ne peut pas lui faire ce prix-là, on va lui baisser le prix, même quand les gens ne le demandent pas d'ailleurs. Donc on voit que c'est déjà un premier piège quand les gens ne le demandent pas. C'est aussi important de voir que ce n'est pas parce que quelqu'un est chômeur qu'il n'a pas d'argent, hein. J'ai rencontré des ateliers, des gens qui étaient chômeurs, qui ne manquaient pas d'argent. Et je me suis fait avoir une fois, j'ai fait un prix parce que quelqu'un me demandait un prix pour chômeur, je l'ai fait. Et dans un atelier, j'ai vu que le gars avait plein d'argent. Donc je dis, OK, ne reste pas juste sur les croyances. Bien sûr, le chômeur n'est pas une situation qui est désirable. Enfin, même que, en tout cas en France, il y a des situations de transition de temps chômeur qui ne sont pas dramatiques. Forcément, ça peut être embêtant également aussi, bien sûr. Donc simplement, ce que je veux dire par là, c'est que je vois les personnes qui sont prêtes à être flexibles avec leur prix, mais que dans un sens.
Et c'est un problème, hein, parce qu'en même temps, pour moi, la vraie flexibilité, c'est d'être flexible dans un sens comme dans l'autre, quoi. Ça m'a demandé de demander des prix différents dans des situations particulières, mais des fois des prix plus élevés que d'autres. Donc, quand je vais faire une intervention, je ne sais pas, certains travaillent des entreprises, par exemple, des associations, et que je sais que je vais dans un endroit où il y a de l'argent, et ben mon prix de base à la journée, je vais l'augmenter. Je vais l'augmenter, je vais faire le voleur, comme on disait, je reviens, le voleur dans le sens le Robin des Bois. Je vais demander plus d'argent là où il y en a, et je vais demander moins d'argent là où il y en a moins. Parce que, alors ça c'est personnel, j'ai vraiment envie que tout le monde puisse avoir accès à mes capacités, mes compétences, et j'aimerais pas que le prix soit un frein. Mais, même si je peux, si j'ai envie de ça, je peux le faire seulement si je suis prêt à demander plus d'argent là où il y en a, et moins d'argent là où il n'y en a pas, pour équilibrer les choses. Parce que si j'arrive à être flexible avec le curseur que contre le bas, je vais me piéger moi-même et tôt ou tard, je n'aurai pas assez d'argent pour que mon projet fonctionne. Donc ça, c'est une première chose. Après, la notion de prix, alors vraiment de ce que j'ai dit tout à l'heure, en fonction des peurs, du regard de l'autre, de ce que pensent les autres, etc., euh, ça peut être effectivement un frein à poser un prix qui valorise ma prestation. Comment est-ce que je peux me donner de la valeur si moi, de la valeur à ma prestation si moi-même je n'arrive pas à me donner de la valeur? Ça va être difficile, puisque on va s'impliquer quelque part dans la valeur de la prestation qu'on va se donner. Donc, si cette difficulté vous l'avez, vraiment je vous invite à travailler l'estime de vous, à travailler le fait de vous donner de la valeur. Vraiment, bon, il y a des livres là-dessus qui existent, mais pour moi, l'estime de soi, j'ai vraiment dû beaucoup la travailler. Je suis sorti de l'université avec une estime de moi absolument déplorable. Et j'ai vraiment vu que c'était en essayant des choses différentes, en sortant de ma zone de confort, en essayant des choses, pas besoin que ce soit des choses grandioses, quoi. En essayant plein de petites choses différentes régulièrement pour finalement élargir mon cadre de mon cadre de ma zone. Donc je dis de confort, c'est très relatif. Ma zone de connu, j'ai envie de dire plutôt, parce que c'est pas toujours si confortable que ça. Ce sont des leurres parfois qu'on se fait également. Vraiment sortir de sa zone du connu pour toujours essayer d'autres choses et finalement, petit à petit, faire ses constructions intérieures. Mais je ne suis pas là pour faire une séance sur l'estime de soi, mais simplement, c'est important en tout cas d'en être conscient. Simplement, ce qui est important, il y a deux, trois choses. Premièrement, si vous mettez un prix, et puis qu'en utilisant votre temps, si vous utilisiez, en imaginant qu'avec ce prix-là, que vous soyez occupé à plein temps et que vous n'arrivez pas à en vivre, il y a quelque chose qui ne joue pas. Hein, ça, c'est évident. Et j'ai rencontré ça dernièrement dans des thérapeutes qui disaient, ben oui, on bosse à fond, et même en bossant à fond, on n'arrive pas à se payer le SMIC. Là, il y a quelque chose qui ne joue pas, quoi. C'est impossible. Si ce modèle-là, vous devez travailler à fond par le SMIC, oubliez tout de suite, il va falloir trouver ou un autre prix, une autre manière de faire, ou alors, au pire des cas, un autre métier, mais c'est pas ça. Ça doit être possible. Si d'autres réussissent, ça doit être possible pour vous aussi. Donc, allez vous renseigner sur d'autres qui réussissent. Donc, revoyez votre modèle d'affaires, en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un très bon test quand on fixe le prix pour voir est-ce que je suis à l'aise avec mon prix ou pas. Au moment où on vous demande combien ça coûte et que vous êtes en face de la personne, si vous n'arrivez pas à la regarder en face dans les yeux au moment où vous posez votre prix, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Si vous détournez le regard, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Et ça va se sentir, ça va se voir. Si au moment où on vous demande le prix, vous dites le prix et sans qu'on vous demande rien, vous commencez tout de suite à justifier pourquoi c'est ce prix-là et puis exactement pourquoi ça coûte cher d'avoir un cheval ou je ne sais quoi, c'est que vous n'êtes encore une fois pas à l'aise. Donc ça, vous pouvez vraiment l'utiliser comme un baromètre pour voir vraiment est-ce que je suis pleinement OK avec mon prix. Ah, vous pouvez même vous entraîner dans votre miroir. Voilà, ma séance, elle coûte 80 € et vous faites un sourire dans le miroir, vous regardez la tête que vous faites. Faites-le un certain nombre de fois, faites-le avec des amis ou autres où vous posez votre prix et juste voir comment vous arrivez à le dire. Et puis eux, même à la limite, peuvent faire la personne un peu offusquée, regardez comment vous arrivez à rebondir là-dessus pour vous exercer. Au moment où vous êtes à l'aise avec votre prix, vous verrez, vous allez le poser et en fait, j'ai vraiment cette croyance, en tout cas, c'est que les gens en face, ils vont sentir s'il y a un espace pour négocier le prix ou pas, quoi, qu'est-ce qui est négociable ou pas. Et encore une fois, je vois vraiment que ce n'est pas un hasard si des thérapeutes, ils attirent des gens désargentés et d'autres pas. Hein, je vois ça, des personnes qui ont les mêmes spécialités, un qui dit, c'est incroyable, j'attire systématiquement des gens qui n'ont pas ou peu d'argent. Ça, c'est du mouvement saboteur, ça. Alors que d'autres qui ont la même spécialité disent, moi, j'ai aucun problème, non, moi, j'attire des gens qui payent ou qui ont de l'argent et qui payent. Alors que l'autre, il dira, mais un, ils ont peu d'argent, deux, ils ne payent pas.
Encore une fois, ce n'est pas un hasard tout ça. Donc, vraiment important de, de poser son prix en étant vraiment à l'aise. Regardez comment vous êtes posé sur vos pieds, quoi, que vous êtes bien stable, de la même manière que vous avez être stable vis-à-vis du cheval, hein, pour que qu'il puisse venir vers vous d'une certaine manière. Si vous n'êtes pas stable, tiens, c'est quelque chose, vous pouvez entraîner avec le cheval sûrement. Allez entraîner avec le cheval sûrement. Allez poser votre prix et puis regardez comment le cheval certainement se comporte. Quand je dis ça, ben, j'ai eu l'occasion de travailler une fois avec un cheval un week-end, j'avais adoré, j'ai trouvé ça hyper puissant. Et je suis convaincu qu'il y a certainement quelque chose de bien à faire aussi, de voir comment le cheval répond au moment où je me positionne par rapport à mes prix, par exemple. Mais ça, vous savez mieux que moi si c'est une bonne idée ou si c'est du pipeau. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté encore par rapport à ça? Donc, ce que vous proposez, bien sûr que ce que vous proposez, ce n'est pas vous, c'est une prestation. C'est important de le voir également. C'est une prestation que je propose. Bien sûr qu'il y a de vous, vous allez mettre dedans de votre enthousiasme, de votre passion, mais c'est un savoir-faire également. Votre savoir-faire, bien sûr, il va être coloré de votre savoir-être, c'est clair également, mais c'est important. Et si certains d'entre vous auraient tendance à dire euh, oh là là, je n'arrive pas à me vendre, j'aimerais juste que vous vous arrêtiez un petit instant, parce que j'entends souvent ça, ce sont des femmes qui le disent. J'aimerais que vous vous arrêtiez un instant sur l'expression. Moi, ne pas se vendre. C'est quand même étonnant, hein, comme mot. Et j'entends souvent ce truc-là de la part de coach. Quand on ne se, quand on se vend, moi, quand je vends quelque chose, ça ne m'appartient plus. Si vous vendez votre cheval, il ne vous appartient plus. Si je vends quelque chose, ça ne m'appartient plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand je me vends? Hmm. Ça veut dire que je ne m'appartiens plus? C'est étonnant, hein, quand même, comme expression. Donc, mesdames, cette expression-là, elle n'est pas anodine. Et effectivement, c'est une problématique singulière et particulière pour les femmes au moment de poser un prix, parce que dans l'historique des femmes, les femmes qui s'affichent en posant un prix, dans l'historique, on appelle ça une prostituée, putain, salope, mettez les mots que vous voulez. Et c'est une grande peur chez un certain nombre de femmes de poser un prix, d'oser d'être visible, se mettre en avant, avec un prix derrière, parce que c'est l'exemple de ce qu'on voit de femmes derrière une vitrine ou qui se mettent devant quelque part dans la rue en se montrant et qui posent un prix. Et ça, c'est un des grands pièges que nous travaillons aussi beaucoup dans les ateliers, de passer outre cette peur-là, qui est une peur paralysante, qui est une peur qui va s'empêcher d'oser s'exposer. Vous voyez le mot s'exposer, hein, avec vraiment avec un prix. Donc, voilà, simplement de voir encore que c'est une autre ombre, ce que j'appelle moi plutôt l'ombre de la salope en l'occurrence, et que là aussi, heureusement, bonne nouvelle, on peut en sortir. Donc voilà, simplement j'ai voulu mentionner ça également, si ça vous parle euh, également. Voilà, peut-être par rapport au prix, ce que j'avais envie de vous dire pour les grandes lignes, je sais pas, je regarde, je mets mes lunettes pour voir euh, qu'est-ce que vous écrivez. Il y avait une question, Christian. Oui. Euh, c'est Nina, je crois, qui avait posé. Qu'est-ce que ça veut dire quand de soi, quand on est plus à l'aise avec faire un nom libre plutôt qu'un prix fixe? Oh, j'ai pas compris. Si on est plus à l'aise avec quoi? J'ai pas compris. Le don libre, donation libre, plutôt qu'avec un prix fixe. Qu'est-ce que ça veut dire de soi? Demande Nina. Ok, merci de la question. Question, effectivement. Alors, euh, d'une manière générale, donc je ne veux pas que Nina dise, j'entends 100% des cas. Plus les gens sont mal à l'aise pour fixer un prix, plus ils auront tendance à décider du prix libre. C'est l'autre qui va fixer le prix. Vous voyez, c'est une jolie patate chaude que je refile à l'autre. Vous allez décider ce que vaut la prestation. Ça m'empêche d'être mal à l'aise et de voir moi-même prononcer mon prix, mettre mon prix moi-même et fixer un prix. Je me souviens d'une thérapeute qui disait, ben, j'ai fait ça, effectivement, qui voyait qu'elle était vraiment saboteuse, donc avait en tout cas beaucoup de, de difficulté à poser un prix, était très mal à l'aise, et qui a dit, il y a un gars agriculteur qui est venu faire une séance chez moi, il m'a donné 10 euros, j'étais furax. Je dis non, si tu es furax, tu n'es absolument pas cohérent avec ce que tu fais. Si c'est prix libre, tu dois accepter tous les prix. Autrement, tu n'es pas vraiment aussi libre que tu veux bien le dire d'accepter tous les prix. Donc, en règle générale, je dis c'est plutôt des personnes qui ont effectivement tendance à des difficultés à poser un prix et qui vont décider que c'est l'autre qui va poser le prix pour eux.
Alors, encore une fois, là, ce qu'on va voir, c'est que si la personne est quand même plutôt à l'aise avec l'argent, pas de problème, elle va avoir plutôt des retours qui sont plutôt généreux et elle va plutôt avoir suffisamment d'argent, voire même parfois peut-être même plus s'il avait demandé là. Donc là, ça veut dire que j'ai aucun problème à recevoir de l'abondance. Si c'est le cas, ne change pas. Par contre, si effectivement ce que je reçois, c'est peut-être d'une manière générale pas autant que j'aimerais recevoir, ben, ça vaut la peine de se poser la question. Voilà, j'espère que ça répond à cette question, mais je pense. Je reprends mes notes. Tiens, j'ai envie de vous parler encore un truc parce que ça m'a encore un petit peu affiné tout ce que j'ai déjà dit. Oui, quand Peter Koenig, celui qui a donc m'enseigné tout ça, m'avait dit, tu verras, le fait d'être un enfant non désiré a un impact important sur notre relation à l'argent et notre relation à la vie. Ça m'avait beaucoup surpris. Et aujourd'hui, je peux vous dire, alors, zéro doute là-dessus. Alors, je donne juste quelques explications et vous verrez, je suis convaincu que deux, trois, en tout cas, au moins, vont s'y retrouver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà être un enfant non désiré? Ça signifie que au moment de la conception, un ou les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route à ce moment-là. Peut-être vous avez très envie d'en avoir plus tard, mais pas encore maintenant. Peut-être que l'enfant est venu trop près du frère et de la sœur, voilà, c'est un petit peu trop tôt, ou bien qu'on avait plus envie d'en avoir. Ça, c'est une première manière d'être non désiré. Il y a une deuxième manière d'être non désiré, c'est que même si les parents avaient envie au moment de la conception, au moment de la naissance, un ou les deux parents désiraient un enfant d'un autre sexe que celui qui est arrivé. Ce qui était mon cas, mes deux parents désiraient une fille, donc je suis non désiré au niveau du sexe. Donc, ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est que même quand on ne le sait pas, on va avoir les comportements que je vais vous décrire, en tout cas pour la grande majorité des personnes. Donc, comme nous avons engrammé, donc encodé inconsciemment que comme nous ne sommes pas désirés, nous ne méritons pas la vie. Et puisque nous ne méritons pas la vie, nous avons l'impression qu'il faut en faire beaucoup, hein, on est beaucoup dans le faire, en faire beaucoup pour mériter cette vie-là. C'est comme si ça devait se payer, cette vie-là, elle devait se mériter par du faire. Donc tendance à en faire beaucoup, à mettre la barre haut, à être exigeant avec soi-même et avoir horreur de faire des erreurs. Pas étonnant puisque inconsciemment on se voit comme une erreur, en quelque sorte. Hein. Je ne suis pas venu au bon moment, je ne suis pas venu avec le bon sexe, etc. Il y avait erreur. Autre chose encore, ce sont des personnes qui ont parfois tendance à en vouloir en faire beaucoup vis-à-vis du ou des parents concernés. Si je sais que c'est mon père qui aurait voulu un garçon, je vais être la gentille fille qui va ou me comporter un garçon manqué, ou qui va faire beaucoup de choses pour faire plaisir à mon père ou à mes parents. Je connais bien ça pendant très longtemps. J'ai fait le gentil garçon qui prenait des nouvelles tous les dimanches de ses parents, etc., etc., pour vraiment essayer d'être quelqu'un de bien en espérant un jour entendre mon fils, ma fille, quel bonheur soit venu au monde, même en tant que garçon. Et donc, vous voyez, on fait des choses inconsciemment avec des attentes. J'ai encore jamais vu que ça marchait et que les personnes entendaient un jour ce qu'elles espéraient entendre quand on fonctionne comme ça. Puisqu'encore une fois, il y a des attentes et les attentes créent de la pression crée de la résistance. Et surtout, les enfants non désirés ont une grande facilité à donner de son temps, à rendre service rendre service, parfois donner de l'argent, ce n'était pas tellement mon cas, puisque moi j'étais plein de peur et que j'étais plutôt écureuil, mais plutôt pour d'autres, ils vont facilement donner de l'argent également. Donc beaucoup de facilité à avoir au niveau de l'intimité. Donc si on avait deux tuyaux à l'intérieur de nous, un tuyau du donner et un tuyau du recevoir, le tuyau du même à recevoir au niveau de l'intimité. Donc si on avait deux tuyaux à l'intérieur de nous, un tuyau du donner et un tuyau du recevoir, le tuyau du donner il est bien débouché, le tuyau du recevoir par contre il n'est pas tellement débouché. Ça ne circule pas très bien. Hein, donc beaucoup plus de facilité à donner. Le problème, c'est qu'on est tous comme ça, il n'y a plus personne qui voudra recevoir. Donc pour que ça circule dans notre société, ce serait bien qu'on ait les deux tuyaux débouchés pour que ça puisse circuler, donner et recevoir. Alors, avec l'argent, ben, certains, Peter Koenig disait plutôt des personnes saboteurs avec l'argent, donc difficulté à recevoir de l'argent. Alors moi, ce n'était pas mon cas, puis j'étais écureuil, mais ça se manifestait comme ça. Je ne négociais pas mon salaire, je me suis fait engager à des prix dérisoires et je disais textuellement, ils me donneront ce que je mérite. Puis je ne pensais pas mériter, je laissais, autrement dit, les autres choisir ce que je méritais. Donc, vous voyez, là, donc, ce qui fait que j'étais effectivement sous-payé par rapport à mes collègues, même dans une profession bien payée uniquement à travers mon comportement. Voilà, donc il est 20h25, je pourrais encore vous en dire, mais je préférais peut-être plutôt répondre à des questions, peut-être. Peut-être, oui, une dernière chose encore.
peut-être que ça mériterait d'être juste réfléchir à ça. Puisqu'un certain nombre d'entre vous ont leur propre cheval, ou peut-être on leur a mis un cheval à disposition. Et j'ai l'impression, en tout cas, j'ai eu plusieurs personnes qui ont fait de l'équipe coaching sur des de mes ateliers, que ces personnes, elles sont prêtes à beaucoup plus donner à leur cheval qu'à elles-mêmes. Hein, sont prêtes à dépenser beaucoup plus d'argent pour leur cheval que pour elles-mêmes. Alors voilà, ça m'interpelle bien sûr, toujours en disant, mais, et moi-même, hein, je peux voir à quel point aussi, comment point en désirer également, j'ai eu beaucoup de peine à me donner de la valeur et à avoir la peine à faire des choses qui sont bonnes pour moi également. Donc ça m'interpelle toujours en me disant, mais finalement, vous savez, je suis sûr à peu près comme moi ce qui vous fait du bien dans la vie, ce qui vous fait que vous êtes bien aligné, ce qui fait que vous êtes en bonne santé, etc., etc. Et cetera. Et qu'est-ce qui fait que malgré ou ce qui vous ferait plaisir également, et qu'est-ce qui fait qu'on a plus de facilité à faire plaisir aux autres ou à son cheval qu'à soi-même? Quel est finalement le message que l'on se donne à soi-même? Si finalement, dans ma manière de me comporter, je ne m'autorise pas à me faire plaisir, ça veut dire que quelque part, dans mes vibrations, je vais vibrer, je ne mérite pas de recevoir. C'est ça que ça dit. Mais pas seulement de l'argent, de prendre soin de moi, de recevoir sous différentes manières. Et si je vibre, je ne mérite pas de recevoir, je vais attirer du tu ne mérites pas de recevoir. Puisque ma vibration va juste être c'est ma vibration qui va être le reflet de ce que je vais avoir en face. Et souvent dans mes ateliers, je dis ça à la fin, oui, me semble-t-il, en tout cas aujourd'hui, de ma compréhension de l'humain et du fonctionnement de la vie, j'ai ma priorité au quotidien, c'est comment je prends soin de mon niveau vibratoire. Qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour prendre soin de mon niveau vibratoire? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des milliers de choses différentes qu'on peut faire et chacun a ses propres choses qui lui vont mieux que d'autres. Moi, je sais que la nature m'aide beaucoup. J'ai la chance d'habiter au pied des montagnes en Suisse et uniquement de regarder dehors, de me connecter à la nature, aux arbres ou autres, ça élève mon niveau vibratoire. Je sais que de méditer le matin ou d'aller faire mon jogging de la nature si possible, mais enfin même au bord de la rivière à Toulouse aujourd'hui, ça allait très bien aussi, ça élève mon niveau vibratoire. Le fait d'être en lien avec des personnes avec que j'aime, d'avoir des discussions qui sont authentiques, on peut s'ouvrir, ça aide également à élever mon niveau vibratoire. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que ce que je vibre, je vais attirer des choses de la même vibration. Donc plus je vibre des niveaux élevés, plus il m'arrive des choses de la même vibration. Et je peux vous dire, quand je suis là-dedans, et c'est le cas en tout cas globalement beaucoup cette année, j'attire une abondance incroyable au point où j'ai réussi à me saboter moi-même. J'attirais tellement d'abondance, ça commence à me stresser de ne plus pouvoir suivre. Et tout à coup, à travers la pression que je me suis mise, j'ai commencé à inconsciemment à diminuer mon niveau vibratoire. Et tout à coup, j'ai commencé à attirer des annulations d'ateliers, de machins, jusqu'à ce que je me rende compte que ma peur de ne pas réussir ou d'être submergé, de ne pas réussir à gérer l'abondance, finalement, j'avais créé l'inverse. J'avais créé du stop, je n'en veux plus. Alors, quand j'ai très vite perçu ça, bah, pour moi, je vois que les- les inscriptions, les demandes d'intérêt, les demandes des médias par rapport aux livres ou d'autres choses, ce sont juste des signaux qui montrent si je suis bien aligné, si je suis bien dans la joie de qui je suis, de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Donc, si à un moment donné, je vois qu'il n'y a plus de signaux extérieurs que je suis attirant, je vais me poser la question, qu'est-ce que je vibre en ce moment? De quelle énergie je suis? Et quand je vois que tout à coup je vibre, oh là là, la pression de ne pas réussir à m'en sortir, etc., j'ai à me réaligner. Et ça me prend quelques minutes, j'ai à voir justement à faire ce qui est bon pour moi. Et je peux vous dire que c'est incroyable, des fois dans les heures qui suivent, dans le jour qui suivent, il y a de nouveau des bonnes choses qui m'arrivent. Donc ça, vraiment, je vous encourage à voir que ça, c'est la priorité à donner dans notre vie, parce que toutes nos actions que nous allons mettre en place vont être colorées de ce niveau vibratoire. Et donc, vous êtes si vous-même ne vous faites pas des cadeaux, si vous-même ne vivez pas des beaux moments, des moments qui sont bons pour vous, si vous-même ne mettez pas des actes qui vous montrent que vous êtes des êtres d'amour, pourquoi voulez-vous que les autres le fassent pour vous? C'est aussi simple que ça, hein. Je dis simple, bien sûr, à comprendre, pas forcément à mettre en place. Donc voilà, les êtres d'amour. Je vous souhaite vraiment de mettre en place des choses qui montrent vraiment dans la matière que vous êtes des êtres d'amour, que vous méritez de recevoir, et vous verrez les choses.
elles vont bouger. Voilà, j'ai envie de me taire un petit moment, de prendre des questions, parce qu'il est déjà presque il est 8h30. Et voilà, si je peux répondre à 2 questions, je le fais volontiers. C'est en train de d'infuser, je crois. Tout ce que tu as dit, c'est en train de s'infuser doucement. Hmm. Voilà, je lis les commentaires, voilà, parce qu'il y a Marie-Neige qui revenait sur euh, ce que tu viens de dire, et puis j'en parle souvent, que d'abord la structure interne, la qualité vibratoire qu'on nourrit, c'est vraiment très important pour traverser ce qu'on a à traverser, et puis attirer effectivement ce qui nous fait vibrer. À Karine qui dit il faudrait développer davantage. Dans le livre, tu as pas mal de développement, et puis tu as des exercices aussi, Karine, si tu veux développer davantage. Mais qu'est-ce que tu voudrais voir développer davantage, Karine? Je vais attendre qu'elle réponde. Alors pour Audrey qui dit pour moi, alignement vibratoire égale faire ce que tu aimes. Oui, je sais plus qui est-ce qui disait l'argent suit la joie et c'est pas l'inverse. Voilà. J'attends que Karine dise ah ouais super. Karine dit ok ok elle voilà, dans le bouquin il y a vraiment de quoi développer et puis déjà c'était super complet hein. Merci Christian. Euh, je Oui je te laisse parler. Alors, il y a le livre, bien sûr. Là, je vais sortir un deuxième livre fin mai en coécriture qui s'appelle Enfin libre d'être soi-même, où on travaille beaucoup plus à fond encore les projections, les ombres, avec encore plus à fond également la manière d'en sortir. Ça sortira aux éditions Jouvence. Et puis, enfin aussi, bon, après, c'est vrai que dans les ateliers, je travaille de manière très personnalisée sur la situation de chacun, en fonction de l'histoire de chacun. Donc, je ne peux pas faire ça là maintenant. Bon, on n'a plus tellement de temps, j'ai encore une dizaine de minutes à peu près à disposition. Mais voilà, ça ne va pas être possible, bien sûr, parce qu'il y a tout un travail préparatoire de conscientisation de mon fonctionnement, d'où je viens, pour aller un peu plus loin, bien sûr, là derrière. Ceux qui sont intéressés de recevoir mes newsletters, vous pouvez m'envoyer un mail avec vos coordonnées, juste nom, prénom, mail, et puis je vous enverrai ça avec mes dates à gauche, à droite, ou être sur Facebook. J'ai une page à mon nom, une page qui s'appelle La relation à l'argent, une page qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous, du nom du livre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des invitations également. Voilà un petit peu tout ce que puis vous verrez sur mon site, j'ai encore des vidéos, des vibra-conférences, j'ai d'autres choses également, peut-être qui peut compléter un peu ce que j'ai dit ce soir. Oui, il y a Audrey oui, le livre de Thomas, c'est ça, Thomas de Dansembourg, c'est ça, oui. Je l'ai à dispo à chaque module, hein, Audrey, si tu veux le consulter, et je l'ai en 2 exemplaires, à chaque fois je l'emmène. Effectivement, c'est une super référence. Et c'est vrai que les ateliers, c'est super parce qu'il y a vraiment une approche personnalisée par rapport à l'histoire de chacun, et je Moi, dans recommande les aussi. ateliers, moi, dans les ateliers, l'argent est une porte d'entrée. Au bout du compte, on ne parle pas beaucoup d'argent, c'est juste une porte d'entrée qui vient de parler de notre relation de nous à nous. Et finalement, derrière tout ça, il y a juste beaucoup d'amour, quoi. C'est ça qui se vit beaucoup. Mais encore une fois, la porte d'entrée de la relation d'argent est une magnifique porte pour voir notre relation de nous à nous. C'est comme avec le cheval, c'est la porte d'entrée, et finalement les gens ils cherchent, ils viennent se rencontrer avec le cheval, voilà. Chacun sa porte d'entrée, et c'est vrai que l'argent c'est une super porte d'entrée. Absolument. J'ai mis ton site là en bas. Je vais aussi mettre ton contact, ton adresse mail. Euh, Je peux l'écrire moi, peut-être. Je peux l'écrire moi, peut-être. Enfin, euh, info, c'est ça, hein? C'est info. je préfère l'autre. En tout cas, je vois qu'on est sur la bonne fréquence. Voilà, super. Ah bah voilà, impeccable. Tu l'as mis impeccable. On est sur la bonne fréquence dans la lancée là où je disais plus on lâche. Je parle de se lâcher la grappe. C'est vraiment plus on lâche prise sur quelque chose et on va vraiment au fond de soi. Plus c'est générateur de transformation, de plein de choses. Euh, il y avait une question de Marie-Neige sur la déloyauté familiale. Alors, faut que je remonte le fil parce que j'ai dû la laisser passer celle-ci. Peut-être je vais finir je vais peut-être finir en donnant ce truc qui est vraiment un travail, une manière de travailler vous-même sur la loyauté, de la loyauté familiale. Je vais vous expliquer comment je fais. Ça, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Supposons, je prends l'exemple, moi-même, j'ai eu à être déloyal aux hommes de la famille qui avaient fait faillite. Donc, ce que vous pouvez faire,
vous pouvez prendre alors ou des photos ou des objets symboliques qui représentent là ou les personnes à laquelle vous allez être déloyal. Ça peut des fois que votre mère, parce que vous avez le même fonctionnement, les femmes, la famille ou je ne sais quoi. Donc vous allez prendre des objets symboliques, photos ou autres, qui représentent ça pour vraiment que vous soyez en lien avec les personnes avec qui vous allez être déloyal. Et puis vous allez regarder en face ces personnes ou ces objets symboliques et vous allez dire, oh, si je reprends mon exemple des hommes de la famille, je dirais, voilà, aux hommes de ma lignée paternelle qui ont fait faillite, je vous suis déloyal et c'est bon d'être déloyal. Hein, vous allez juste sentir et émotionnellement, en rappelant que la déloyauté, c'est pas un manque de respect, c'est pas du désamour. Et vous allez peut-être voir dire la phrase 2 fois, 3 fois, vous allez voir jusqu'à vous sentir que ce soit vraiment fluide à l'intérieur. Hein, je suis déloyal ou je suis voilà. Et c'est bon. Hmm. Donc, après, dire les phrases, elles vont par deux comme une pièce de monnaie. Vous allez toujours regarder ces personnes-là ou ces objets-là. Alors, dans les ateliers, je prends des représentants, des personnes en face qui représentent les personnes en question. Et puis, vous allez dire, voilà, aux hommes de ma lignée paternelle qui ont fait faillite, je vous suis loyal avec et sans faire comme vous. On insiste sur le sans. C'est bien là que le bas blesse. On ne va pas refaire la même chose. Donc, je vous suis loyal avec et sans faire comme vous. Donc, ça veut dire, je suis loyal à qui vous êtes, que je fasse comme vous ou pas. Vous voyez, on sépare les deux choses. Puisque avant, dans la notion de loyauté, on est loyal en faisant la même chose que les personnes, même quand ce n'est pas gagnant. Alors quand je dis je vous suis loyal avec et sans faire comme vous, on sépare, je suis loyal à qui vous êtes, que je fasse comme vous ou pas. Ça me donne toutes les libertés. Liberté de faire comme eux ou de ne pas faire comme eux, mais que je fasse comme eux ou pas comme eux, je suis loyal à qui ils sont. Voilà, j'espère que c'est clair quand je dis ça, ou bien tu peux me renvoyer si c'est clair pour toi, Isabelle. Ouais, c'est clair pour moi. Ouais, il y a merci de Marie-Neige. Et les exercices là qui sont bien plaisants. Ouais, ouais, super, super, super. Mm. Et puis, pour réécouter, il y aura le replay de toute façon, donc vous le recevrez toutes. Hein, donc voilà, on pourra mettre en boucle. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est bon. C'est vraiment. Alors, oui, ouf, dit Audrey. Super. C'est vraiment. Je vais remettre ma trombine. Voilà. Bon, ça marche. Bon, bah, je suis bien contente de ce moment, Christian. Voilà, c'était très complet. Il y a des choses, vraiment des beaux. Je pense que ça, chacune y a trouvé ses ingrédients vibratoires et concrets en même temps. Euh, ouais. Et puis, ça me donne de l'élan pour expérimenter des choses que j'aime bien faire avec les chevaux par rapport à la relation à l'argent. On verra ça lors du prochain webinaire, enfin au prochain module. Il y a Karine qui dit exercice sur la conscientisation vibratoire. Oui, je pense que tu veux dire sur le fait d'augmenter son taux vibratoire ou pas. Mais ça, c'est plus en lien avec faire ce qui te fait plaisir. Voilà, c'est ça. Mais on pourra l'aborder plus tard, ça, parce que si tu reprends la marette de l'avant qu'on a vue, c'est ça en fait. C'est vraiment l'art de vivre. Et puis les petits ruisseaux font les grandes rivières, et dans le sens où tu vas attirer à toi des choses qui te font du bien, parce que justement, tu vas aller les chercher aussi pour toi. C'est ça, Christian, hein? Alors, désolé, dans mes pensées, je t'ai pas bien écouté. Mais effectivement, je crois que, enfin, moi en tout cas, je sens, moi, mon indicateur intérieur, c'est la joie. Comme je suis dans Voilà, la joie, je ne peux pas être à côté de la plaque. Si je perds la joie, je me dis qu'est-ce qui se passe? Voilà. voilà, voilà. C'est une maison des pendules. Ton corps. Voilà, bon, Karine a dit OK là sa réponse. Eh ben super, impeccable. Donc, eh ben laissez-vous guider par la joie, hein. Et puis voilà, pour générer tout ce qui vous aspire. Et puis après, il y a effectivement le travail plus en profondeur pour aller déloger ce qui a besoin de l'être. Et voilà, si besoin, vous avez les coordonnées de Christian. Et puis son site aussi, le livre. Voilà, il y a de quoi faire. Et puis l'exercice, là, il est vraiment super. Voilà, on va pouvoir travailler dessus. Merci infiniment, Christian. Tu voulais dire? Merci. Peut-être deux choses. Je participerai au sommet de la conscience qui commence dans une semaine. Donc, c'est 30 conférences gratuites, dont Thomas d'Assembourg. J'en ferai une également.
Donc, si jamais pour vous inscrire, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez m'envoyer aussi un mail, je vous envoie le lien d'inscription, c'est gratuit. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, effectivement, si tu fais des expériences avec le cheval et l'argent, je te demanderais juste de me faire des retours, ça m'intéresse. Oui, oui, avec grand plaisir, oui. Et Sommet de la conscience, c'est celui qui est créé avec Anna ou c'est un C'est autre? bien celui-ci. D'accord, ok, bah oui, je pourrais donner les coordonnées, super. Je peux embêter. Un beau sommet à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire, attends, je vais juste, comme ça, je vais juste Mettre le lien. mettre le lien, je mets le lien maintenant. En fait, je fais le profiteur, vous avez bien compris que je suis un grand profiteur maintenant, je peux aller jusqu'au bout. En fait, c'est que C'est mieux si vous montrez l'exemple, super. grâce à moi, ça me fait des, sur ma page, ça me fait des bons points parce que voilà, pour être pris l'année prochaine, donc c'est pour ça que je fais le profiteur. Voilà, parce qu'en fait, l'idée c'est que chacun a merci pour justifier que ça fonctionne. Je vais juste mettre bien, après, c'est bien ce qui part comme ça. Puis je souligne que c'est offert, hein, c'est ça, hein. Après, il y a voilà. Après, il y a un coffret, mais je veux dire tout le temps des conférences, et puis c'est vraiment dans l'abondance parce qu'il y a des replays, on peut revoir, et vraiment, voilà, Voilà, on peut c'est très revoir généreux effectivement, on comme peut revoir sommet. 24 heures les conférences, donc ça, Et en ça, même ça temps, demande de voilà. faire des phrases de toute manière. Il n'y a pas de miracle, hein. Voilà, j'ai mis le lien. Je crois que c'est sorti, je suis pas sûr. Ah non, j'ai pas mis. Mince. Oui, c'est bon. Voilà, ok. Je vais vous laisser parce que j'ai autre chose qui m'attend. Oui, oui, super, merci Christian. Bonne soirée, profite bien de ton retour chez toi, hein. Merci. À bientôt, Isabelle. Bye bye, au revoir tout le monde. Bye bye, ciao. Tu t'es coupé? Ouais, c'est bon. Coupé? Ouais, c'est bon. Attends, c'est à moi d'agir en fait. Je vais agir. Hop. Euh, voilà. Bon bah nous voilà parmi nous. Je pense que ça a été très complet. Je suis vraiment heureuse que vous ayez pu profiter de la présence de Christian, voilà, avec qui j'ai vraiment des joyeux liens CNVistes et voilà, il était vraiment là spécialement pour nous ce soir et voilà. Je vois des merci et bonne soirée, super. Bah, du fond du cœur. Ouais, moi aussi, merci du fond du cœur d'avoir participé parce que c'est grâce à vous qu'on a co-créé tout ça, ça continue. Et voilà, l'énergie voilà, du groupe, elle est vraiment géniale. Je suis ravie, ravie, ravie. Il y a beaucoup de questions qui viendront après. Oui, bon, on l'abordera parce que c'est des choses que je voulais qu'on aborde ensemble. Et j'ai dit à Christian, voilà, si elle ton soutien derrière, c'est vraiment super parce que ça va être propulseur. Bon, on pourra en reparler parce que j'ai aussi des références de bouquins aussi à vous recommander. Et puis on en reparlera forcément parce qu'après il va falloir fixer vos tarifs sur vos offres à un moment donné. Donc là, ça va être intéressant. Et les chevaux seront bien présents pour ça, à mon avis, parce qu'il y aura peut-être besoin de leur soutien. On va travailler avec ça. Et puis, c'est quoi le oui, Marie-Neige? C'est pour fixer les prix, c'est ça? Audrey aussi pour l'aïe. Bah oui, évidemment. Mais vous avez vu un peu l'exemple de Christian, c'est assumer en toute légèreté, fixer le prix, Manuela, fixer le prix de son offre en fait, hein. Voilà. Donc ça va demander, c'est vraiment un vrai défi d'incarnation de fixer son prix. Après c'est un jeu, mais au début c'est un vrai défi parce que c'est important de se donner de la valeur. De toute façon, ce que vous êtes et ce que vous allez faire, personne ne le fait. Et ça n'existe pas parce que c'est vous qui allez le créer. C'est important ça, hein. Souvent on dit ouais, mais alors j'ai pas de référence, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça n'existe pas parce que vous allez le créer. Donc d'où l'importance que vous valorisiez vraiment votre vibration, parce que l'incarnation c'est ça, c'est vraiment faire descendre ici, là, ce que vous êtes. Donc après le valoriser, alors l'argent c'est vraiment l'énergie bien terrestre. Donc voilà, si votre lumière peut descendre sur la terre jusqu'à l'argent, waouh, c'est presque du blanchiment d'argent, hein. Ouais, un vrai défi. Et, euh, et ce qui peut mettre en joie, des fois on se dit mais voilà, c'est quoi mon but par rapport à ça? Ça peut être aussi de se dire qu'avec cet argent, vous allez pouvoir contribuer à votre bien-être, bien sûr, mais aussi peut-être nourrir des commerces qui sont dans vos valeurs. Ça veut dire, voilà, moi je sais quand j'achète du bio, je suis contente. Quand je vais voir un consultant qui est vraiment dans mes valeurs, qui est parfois un peu cher, voilà, je suis contente aussi. On nourrit aussi, on vote avec notre porte-monnaie, hein.
le vote, il se fait davantage avec le porte-monnaie qu'avec le bulletin d'électeur. Donc tout ça, c'est aussi, ça va s'insuffler dans votre activité et c'est vraiment super, hein. Voilà. Donc un grand merci à toutes. On va pouvoir se quitter là-dessus, hein, c'est super. Je suis ravie que ça vous ait plu. C'est bien enregistré. J'ai le petit bouton qui est allumé là, donc vous recevrez d'ici peut-être demain ou après-demain, parce que moi ça me demande un temps pour remettre en mode MP4. Donc c'est long à télécharger, à se transformer, mais voilà, ça va ramer un peu, enfin ça va mouliner, et puis je vous l'envoie comme les autres. Voilà. Merci. Une petite question, oui, Marie-Neige, je t'écoute. Si vous avez des questions, c'est le moment avant que je coupe. J'attends la question de Marie-Neige. Pour la marelle de l'Avent, est-ce qu'on peut retrouver ce que l'on avait fait? Eh bien justement, je suis en train de vous la remettre tout au propre. Parce que moi, je me l'étais mis, je l'ai hein, sur un document, mais c'est mon document. Donc c'est en train de se remettre au propre, j'en suis au 16e jour. Donc je vous fais ça tout beau pour là, dans les jours qui viennent, vous allez le recevoir. C'est prévu. Parce que voilà, vraiment, votre fréquence vibratoire, c'est important d'en prendre soin, c'est tellement merveilleux. Puis les chevaux adorent et tout ça, donc voilà. Cool. Je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Mais j'y suis pas. Tu es pas où, Manuela? Tu es pas quoi où, Manuela? Dans la marelle? Mais non, mais la marelle, c'est un. Voilà, tu n'as pas pu y être parce que c'était au tout début. C'était un défi jour par jour avant Noël que j'avais lancé pour prendre soin de soi. Donc il y a plein de choses et vous allez toutes le recevoir bientôt. Donc tu vas y être dans la marelle. Il n'y a pas de souci. La marelle de l'avant. La Mérelle d'ailleurs. Mérelle de l'Avent. Bon bien, grand merci, j'ai hâte de vous retrouver. Et puis il y a des bilans là qui vont arriver. Voilà, ravi. Belle soirée à vous. Faites de beaux rêves et à très bientôt. Ciao et merci encore. Ciao.